Pour bien parler du château de Nantes, il faut imaginer d'abord ce qu'il était au temps où la Loire passait tout près, où il était entouré d'eau. C'était alors une forteresse qui était séparée de la ville. Vous avez eu un premier château qui s'appelait la Tourneuve. Il était habité par le duc de Bretagne à l'époque, mais c'est François II, le dernier et le plus fastueux des ducs, qui a décidé un jour qu'il était trop petitement logé et qu'il fallait construire un château beaucoup plus important. Naturellement, la situation de Nantes était une situation un peu excentrique par rapport à la Bretagne. Elle était dangereuse en cas d'attaque de la France, puisque le duché était encore indépendant. C'est bien que François II a d'abord imaginé qu'il aurait une véritable forteresse. Et c'est ce qui explique les grosses tours que vous voyez autour du pont-levis. Et puis alors, vous avez au contraire un véritable palais à l'intérieur de la forteresse. C'est en fait la duchesse Anne, c'est-à-dire sa fille, la reine Anne, qui a fait toute cette partie. On peut imaginer très bien que la duchesse Anne aurait préféré vivre dans son palais plutôt que d'épouser deux rois de France de force. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est des destructions qui ont existé. Par exemple, vous avez une tour qu'on voit, la tour des Espagnols, dont on ne voit plus que le tracé, qui a complètement disparu. De même, la chapelle où s'est mariée Anne de Bretagne a disparu. Tout cela à cause d'une poudrière qui avait éclaté autour de 1800. Mais je rappellerai surtout des faits historiques d'abord tragiques. Par exemple, c'est le cas de Gilles Baron de Rais, qui était maréchal de France, qui était un des principaux personnages du temps, et qui va être condamné à mort pour ses crimes, puisqu'il avait tué plus de 200 enfants. Vous avez eu le cas en particulier du pauvre comte de Chalais, qui était un ami de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, et qui aurait été hostile à son mariage. Et Richelieu l'a fait exécuter, place du Bouffay, et il a été enfermé d'abord au château de Nantes. Et chose atroce, ses amis, qui l'aimaient beaucoup, avaient payé le bourreau pour qu'il ne vienne pas. Si bien qu'on a pris un amateur, c'est-à-dire on a pris un condamné à mort, en lui disant qu'il aurait la vie sauve, et il a donné quelque chose comme 14 ou 15 coups de Loire avant de détacher la tête du tronc de ce malheureux Chalais. Il aurait mieux fait de prendre le bourreau, qui était un spécialiste. De même, vous avez eu la fameuse conspiration de Pont-Callec au temps de la Régence, ce malheureux Pont-Callec et trois autres Bretons qui n'avaient pas fait grand-chose, mais enfin qui avaient conspiré contre le régent et qui, en fait, ont été condamnés à mort d'une manière tout à fait injuste et qui ont été exécutés à Nantes, place du Bouffay. Ils avaient d'abord été enfermés au château de Nantes et il n'y a pas eu de procès réellement. Pour terminer, je dirais que les grands châteaux qui ont représenté une souveraineté provinciale ont eu une vie propre qui était une vie luxueuse. On peut dire d'ailleurs que quand la duchesse Anne a épousé le roi de France, eh bien, les commerçants de Nantes étaient malheureux, parce qu'en réalité, le commerce de luxe disparaissait de la cour de François II, son père, qui avait été fastueux. Donc, un grand château qui n'est plus habité par un prince souverain devient ou une prison, ou alors il devient un musée. Naturellement, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on critique quelquefois, on dit quelquefois, Nantes, ce n'est pas en Bretagne. Il n'empêche que le plus grand château de Bretagne se trouve à Nantes.